Donc, bonsoir à mes 4 invités, François Béguet-Fléché, Stéphane Rabec, Damien Coquière et Jérôme Fleury, qui sont avec moi ce soir et qui ont fait le plaisir d'accepter cette invitation. Donc, moi, je suis Émilie Moulin, l'animatrice du nouveau concept de Rebond. Et je vais vous laisser la parole tour à tour pour vous présenter, messieurs. Donc, François, si tu veux prendre la parole dans un premier temps. D'accord, merci. Bonjour à tous. Merci de votre présence et d'avoir répondu favorablement à cette première webinaire. Donc, moi, je suis François Béguet-Fléché, le directeur de l'agence centrale du Crédit Agricole de Granville. Voilà, le territoire de Granville, on a 6 agences et puis une quarantaine de personnes pour s'occuper au plus près de nos clients. Voilà. Super. Merci, François. Damien, je te laisse enchaîner. Alors, Damien Coquière, moi je suis le directeur du pôle multimarché du Crédit Agricole de Granville. Donc, je suis en charge plus particulièrement des conseillers professionnels et agricoles qui sont, concernés par le sujet qui va être présenté aujourd'hui. Voilà. Super. Stéphane. Bonjour à tous, donc Stéphane Rabec, directeur du Crédit Mutuel de Granville, responsable des points de vente de Granville, Bréal, Saint-Père, Donville. Voilà. Merci, Stéphane. Et Jérôme, je te laisse la parole. Bonjour à tous, Jérôme Fleury, expert comptable associé au cabinet Copilote. Copilote, on est un cabinet indépendant situé dans le sud-Manche et le centre-Manche, Coutances, Granville, Avranches et Saint-Hilaire-du-Harcouët. 35 conseillers au service des chefs d'entreprise. Super, merci beaucoup. Bienvenue à tous les 4. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de partager mon écran. Hop. Juste me confirmer que vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bon. Impeccable. Ouais, c'est bon. Je lance le diaporama. Hop, et voilà, c'est parfait. Hop là, hop là, hop là, hop là. Pardon, problème technique. Ok. Donc, en fait, avant de commencer, je vais d'abord vous présenter rapidement ce que c'est que le concept de rebond. Donc, rebond, c'est quoi? Alors, ça ne fait pas référence à l'agent 007 que vous connaissez tous. Sinon, ça s'appellerait rebond. Ça, c'était pour le petit clin d'œil à certains d'entre vous qui se reconnaîtront. Non, vous l'avez tous compris. En fait, rebond fait bien sûr référence au rebondissement que nous et nos entreprises vivons avec la crise du Covid-19, mais aussi et surtout à l'après-crise, puisque l'objectif, c'est que nous rebondissions tous ensemble via des échanges concrets que nous aurons et le partage de bonnes pratiques, d'où la naissance de cette marque. Alors, comment va se dérouler le webinaire ? Donc, nos invités échangeront sur divers sujets qui pourront vous aider à piloter votre trésorerie en période de crise. Donc, ils reviendront notamment sur les fondamentaux de la gestion de la trésorerie, les pauses sur les remboursements de crédit, le crédit bail, le prêt garanti par l'État, les outils du pilotage de la trésorerie. Et enfin, ils auront l'occasion de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire. Au niveau de l'heure de fin, on essaye de terminer pour 18 h. Tout dépend du nombre de questions que vous aurez, mais en tout cas, maximum 18h15. Juste pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc les micros, vos micros et vos caméras sont coupés, puisque si tout est branché, forcément, ça risque de faire un brouhaha, donc seuls les nôtres sont activés. Pour information, nous sommes en direct sur Facebook, donc messieurs, sortez votre plus grand sourire et nous enregistrons cette vidéo, donc vous aurez la possibilité de tous revoir cette vidéo même après. Concernant le fait de poser vos questions, donc vous avez l'onglet Converser et là je m'adresse à tous les participants. Si vous avez des questions qui vous viennent tout au long du webinaire, n'hésitez pas, vous cliquez donc à cet endroit-là sur Converser de façon à pouvoir les poser au fur et à mesure. Et donc, à la fin, je recenserai toutes les questions et je les poserai à l'ensemble des invités. Voilà. Et pour information aussi, il y aura quelques sondages en direct. Alors, je vais me lancer sur un premier sondage et vous pourrez tous répondre au premier sondage qui concerne votre activité. Alors, est-ce que vous voyez mon sondage? Vous pouvez me confirmer, messieurs? Oui. Ouais, c'est bon. Alors, on va laisser les participants voter. Donc voilà, quelle est votre activité? Commerçant, artisan, profession libérale, secteur agricole ou autre? Je vous laisse compléter. Et on a 40 votants sur 53.
On est presque à 100%. Allez, je laisse encore 2-3 secondes. Ok, alors si j'affiche les résultats, donc c'est assez équitable. Alors beaucoup de commerçants, des professions libérales aussi, des artisans, peu de personnes du secteur agricole. Et après, dans l'onglet autres, on va retrouver d'autres secteurs d'activité. Alors justement, Jérôme, toi tu es dirigeant du cabinet d'expertise comptable Copilote. Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle aujourd'hui aux côtés des chefs d'entreprise? C'est vrai qu'au sein du cabinet, on a été très sollicité depuis la mise en place du confinement le 17 mars. En fonction de la typologie de clients, je vois que ce soir, il y a des commerçants, des artisans, et c'est vrai qu'en fonction de leur typologie de métier, ils n'ont pas été impactés de la même façon par la mise en place du confinement. Certains ont été concernés directement par des fermetures administratives, donc avec des mesures d'urgence à mettre en place très rapidement pour faire face aux charges fixes, et d'autres n'ont pas été concernés par ces fermetures administratives, je pense notamment aux artisans, et on a dû s'adapter en fonction des cas pour pouvoir les accompagner au mieux, et notamment en ce qui concerne les artisans, je pense aux conditions d'exercice de leur métier, tout en protégeant leurs salariés et en mettant en place des mesures barrières. Donc on a également eu un rôle à jouer à ce niveau-là. Au niveau du cabinet, quelques chiffres depuis le 17 mars, c'est environ 150 dossiers de chômage partiel qui ont été déposés, ce qui est significatif au vu de la volumétrie du pôle paye au sein du cabinet. Plus de 80 reports de charges sociales et des centaines d'heures d'accompagnement et de conseils auprès de nos clients pour pouvoir les aider à passer cette situation de crise et les adapter l'organisation en fonction de leur situation et de leur métier. Alors justement, on est en pleine période d'établissement des comptes des entreprises au 31/12/2019. Comment est-ce que Copilote Expert Comptable a-t-elle réussi à faire face à cela? Alors, on a pu déjà compter sur l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées très rapidement pour répondre aux nombreuses sollicitations des clients. Ils ont fait un travail remarquable. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont présents ce soir, donc je tiens à les remercier au nom de tous les associés. C'est vrai que grâce à eux, on a pu accompagner de la meilleure façon de nos clients et on continue de les accompagner. Également, on a la chance d'avoir équipé l'ensemble de nos salariés depuis plusieurs mois pour pouvoir travailler en télétravail, ce qui nous a permis de nous adapter très rapidement avec la mise en place du télétravail de l'ensemble de nos équipes. Et également, notre typologie de structure de cabinet à taille humaine nous a permis de prendre les décisions très rapides pour pouvoir mettre en place des solutions de télétravail et de l'organisation en production pour continuer à travailler sur nos bilans, puisqu'on est en pleine période fiscale et que forcément, ça a décalé notre production de bilan. Donc, on bénéficie depuis la semaine dernière de report d'échéance fiscale au 30 juin, ce qui va nous permettre de rattraper en partie notre retard et de pouvoir continuer à accompagner nos clients de la meilleure des façons dans cette situation de crise, tout en tenant les échéances fiscales de nos clients. Et est-ce que justement, Jérôme, tu peux nous rappeler les différentes mesures qui ont été prises par l'État jusqu'ici? Alors, les différentes mesures qui ont été prises par l'État, tu vas pouvoir les afficher. Voilà, on peut les segmenter en 3 parties essentielles. Tout d'abord sur la masse salariale, avec la principale mesure, on a entendu parler très longuement par les pouvoirs publics, c'est le chômage partiel, qui a été mis en place dès le 17 mars. Donc, chômage partiel, je vous disais, c'est environ 150 dossiers par le cabinet. En parallèle, on avait aussi les situations d'arrêt garde d'enfants, arrêt personne à risque, et les reports de charges sociales. Une petite précision sur le sujet des arrêts garde d'enfants, ils vont être arrêtés au 30 avril. Et à partir du 1er mai, les salariés en arrêt garde d'enfants devront passer dans le cadre du chômage partiel. Donc, ça implique forcément que l'entreprise qui est concernée ait fait une demande de chômage partiel auprès de la directe et que celle-ci ait été acceptée. Le deuxième volet, ça va être sur la partie chiffre d'affaires. Donc là, pour faire face à une baisse de chiffre d'affaires ou à une suppression totale du chiffre d'affaires dans le cas des fermetures administratives, divers fonds ont été mis en place. Celui qui a fait le plus parler, c'est le fonds de solidarité, d'une aide de 1 500 €. Le deuxième volet du fonds de solidarité a été mis en place au 15 avril avec les aides de la région dans le cadre du fonds de solidarité. Également, on a un nouveau fonds qui a été mis en place. On a été sollicité la semaine dernière dans le cadre du cabinet pour faire partie d'un groupe de travail et réfléchir à la mise en place d'un nouveau fonds, donc porté par la région et les communautés de communes, les EPCI. Ce fonds donc, permettra aux entreprises qui n'ont pas bénéficié du premier fonds de solidarité à hauteur de 1 500 €, puisque certains cas en ont été exclus, de pouvoir toucher une aide de l'ordre de 1 000 € pour les entreprises qui n'ont pas de salariés et de 1 500 €
pour celles qui ont jusqu'à 2 salariés. Donc ça, c'est un dispositif qui est mis en place dès maintenant par la région Normandie et la communauté de Granville-Terre-et-Mer et les communautés Avranches-Pays de la Baie très rapidement, et on pourra faire les demandes dès début mai pour nos clients pour qu'ils puissent bénéficier de cette aide-là. Enfin, sur le volet des aides, il y a également une aide pouvant aller jusqu'à 1 250 € qui a été mise en place, qui sera versée à fin avril auprès de tous les indépendants qui exerçaient leur activité au 1er janvier 2019. Donc cette aide, elle n'a aucune démarche à faire et elle est versée automatiquement et est financée par les caisses de retraite du régime des indépendants. Donc 1 250 € maximum, ce qui correspond à 7% du salaire déclaré auprès du RSI, de la Sécurité sociale des indépendants désormais. Donc ce sera versé à tous les indépendants à la fin du mois d'avril. Et enfin, sur l'aspect bancaire, et on va y revenir plus en détail par la suite, le grand dispositif et le dispositif où on a beaucoup travaillé en ce moment et beaucoup d'accompagnement auprès de nos clients, c'est le dispositif du prêt garanti par l'État, le PGE. Donc on va y revenir plus en détail ensuite. Et justement, malgré ces aides, aujourd'hui, on constate souvent qu'il y a un impact important sur la trésorerie actuelle et future de beaucoup d'entreprises. Est-ce que, on peut peut-être sonder nos participants avec un deuxième sondage pour savoir comment a évolué leur trésorerie depuis le 15 mars dernier? Alors, je vous envoie un deuxième sondage et je vais inviter tous les participants à voter. Donc, la question, c'est comment a évolué votre trésorerie depuis le 15 mars dernier? Donc, est-ce que c'est en légère baisse ou en baisse, plutôt stable ou en augmentation? Alors, on a encore quelques personnes qui ne se sont pas exprimées. Je vous laisse quelques secondes. Ok. Alors, on va mettre fin au sondage. Donc, si on regarde les résultats, on constate que beaucoup d'entre vous, votre trésorerie est plutôt en légère baisse, 24% plutôt stable et 3% en augmentation. Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer justement d'où viennent les fortes tensions de trésorerie? Quelles en sont les raisons réelles? Alors, je pense qu'on peut préciser qu'en légère baisse, on entend par légère en toute baisse, puisque je pense qu'il y a certains clients et beaucoup d'entreprises ont des baisses déjà significatives de leur trésorerie. Donc forcément, il y a l'impact du chiffre d'affaires pour les commerçants. Alors pour les artisans, ceux qui ont des délais de règlement, ils continuent à encaisser des choses, des facturations du mois de mars, éventuellement du mois de février, qui continuent à encaisser. Donc ça leur permet de faire face à certains besoins. Les commerçants n'ont plus rien encaissé depuis le 17 avril, en tout cas ceux qui n'ont pas mis en place d'activités de drive ou de livraison. Il y a également un effet de décalage, puisque notamment ce qui concerne le chômage partiel, il ne faut pas oublier que le dispositif du chômage partiel, c'est l'entreprise qui avance les fonds, donc qui paye son salarié à hauteur de 70% du brut via une indemnité, soit 84% du net. Et cette indemnisation chômage partiel que l'entreprise verse à son salarié, les entreprises ne sont pas encore remboursées ou commencent tout juste d'être remboursées, puisqu'on est aujourd'hui sur des délais de 15 jours annoncés par la Directs. Alors ces délais sont tenus, on est même sur des délais un peu plus courts actuellement. Néanmoins, l'effet de volume qui a impacté les demandes de chômage partiel qui ont été réalisées depuis le 17 mars ont fait que la Directs s'est retrouvée noyée de travail, noyée de demandes, et on a eu quand même des délais assez longs auprès de la Directs pour obtenir les codes de nos clients, pour pouvoir faire les demandes d'indemnisation que l'on fait au sein du cabinet depuis la semaine dernière. Et on commence à avoir certains clients qui auront le versement des fonds cette semaine. Néanmoins, ça fait quand même 3 semaines qu'ils ont annoncé la trésorerie auprès de leurs salariés. Et forcément, ça tend les trésoreries avec aucun encaissement en face. Donc cet effet de décalage, il commence à se ressentir pleinement. Il va continuer à se faire ressentir, d'autant plus que les PGE commencent tout juste à être virés sur le compte, à être débloqués par les banques. Et le PGE, aujourd'hui, c'est le dispositif premier qui permet de faire face à ces difficultés de trésorerie à très court terme. Ok, merci Jérôme. Et du coup, au niveau bancaire, Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelles sont les solutions aujourd'hui pour l'entreprise? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Déjà, je pense qu'avant de revenir sur les solutions, il faut rappeler que la gestion de la trésorerie, ça reste quand même un des points très importants dans la gestion d'une entreprise, et que en ce moment, on parle de gestion de trésorerie en période de crise, mais que l'idéal,
Et le moment rêvé pour en parler de la trésorerie, c'est quand tout va bien plutôt. Parce que c'est là qu'il faut arriver à évoquer les moments où ça risque d'être un peu plus tendu. Donc avant d'aborder les solutions, je voulais juste rappeler quelques principes fondamentaux sur la gestion de la trésorerie en période normale. En 3 mots rapidement. La première chose, si tu peux passer la slide, c'est déjà c'est accompagnement. La gestion de la trésorerie, elle doit se faire en partenariat avec le partenaire comptable, l'expert comptable et la banque. C'est-à-dire que ça doit faire partie d'un échange annuel à la sortie du bilan, savoir quels sont les impacts de l'activité de l'année sur la trésorerie, pourquoi les évolutions sont faites comme ça, quel est le cycle d'exploitation de l'entreprise. Je vous rappelle que la trésorerie, c'est la conséquence de l'activité, mais l'accompagnement de la trésorerie, ça doit normalement accompagner les écarts entre les délais de paiement fournisseurs et les délais de paiement clients. Et donc derrière, on doit mettre en place des outils qui peuvent permettre d'accompagner les entreprises. C'est normal, hein, ça fait partie de la. C'est pas forcément comme aujourd'hui, on est un peu dans le sauf qui peut. Dans un usage normal, la trésorerie, l'accompagnement de trésorerie n'est que normal dans l'activité d'une entreprise. Donc ensuite, c'est de le faire de manière raisonnable, c'est-à-dire que il faut le faire dans la limite de certains plafonds. Alors là, je vous ai mis des grandes lignes, hein, c'est-à-dire que quand on dit sans adossement, c'est sans lien avec l'activité, on doit pouvoir accompagner la trésorerie des entreprises jusqu'à 15 jours du chiffre d'affaires quand il n'y a pas de production, donc commerce ou commerce de services, et jusqu'à 30 jours lorsqu'on fait la production dans le cadre de l'artisanat. Et ensuite, il y a aussi des cas particuliers avec l'activité saisonnière qui forcément impacte l'activité des entreprises et qui doit être prise en compte puisque le cycle d'exploitation n'étant pas linéaire sur l'année, il faut en tenir compte. Quand on dit avec adossement, c'est lié à des factures que les chefs d'entreprise ont pu produire. Donc là, on est sur la loi d'AI. Ou alors, lorsqu'ils reçoivent des traites par leurs clients, une traite qui serait payée à 30 jours, eh ben, il la cède à la banque pour que la banque avance sa trésorerie équivalente. Et dans ce cadre-là, on peut aller bien au-delà des plafonds qui sont signifiés au-dessus. Et ça nous permet d'avoir un meilleur suivi de l'activité. Et ça nécessite du chef d'entreprise un suivi vraiment plus méticuleux de son activité et de ses encaissements clients. L'autre avantage de cet accompagnement de trésorerie, c'est que lorsqu'on est lié à l'activité, eh ben, c'est moins cher et c'est moins prégnant en frais financiers. Le troisième mot qui revient dans la gestion de trésorerie, pour moi, c'est acceptable. C'est-à-dire que la trésorerie, une autorisation de découvert, ce n'est pas la panacée. C'est sûrement le crédit qui est le plus cher dans les accompagnements qu'on peut mettre en place. Et donc, il ne faut surtout pas que ça vienne remplacer des crédits qui seraient liés à l'investissement, donc avec des crédits moyen à long terme. Ou alors, pour financer le stock, je pense qu'il faut aussi, dans le cas d'activité saisonnière, penser au crédit de campagne. Par exemple, je finance mon stock, un crédit de campagne que je rembourserai à la fin de la saison avec les ventes de ce stock-là. Ou alors le financer quand c'est des stocks un peu plus importants, sur 5 à 6 ans sur des crédits moyen long terme. Et surtout, ne pas confondre trésorerie et revolving, c'est surtout pas un prêt qui doit être constamment débiteur. C'est ça le piège surtout. Donc ça, c'était les rappels sur une gestion de trésorerie. Alors ensuite, les choses qu'on a fait, nous déjà, sans parler du PGE dont François et Damien vont parler après, mais sur les décisions de paiement et les entreprises, et pour éviter que le système ne se grippe, la priorité a été donnée au règlement des salaires, au règlement des fournisseurs. Le prélèvement à la source et la TVA, ce sont des prélèvements d'impôts, mais qui ne sont pas liés à l'activité professionnelle. Enfin, les chefs d'entreprise ont collecté cet argent-là. Donc, il faut éviter de gripper vraiment le système. Et puis ensuite, on a bien sûr fait procéder au report des loyers quand c'est possible avec le propriétaire, des échéances de crédit et des crédits bail qui venaient impacter la trésorerie mensuellement des entreprises. Ensuite, sur les aménagements des crédits court terme, lorsque les clients mettaient du temps à payer, on a prorogé des encours de ligne d'AI
jusqu'à 90 jours pour donner un peu de souplesse à tout ça. Et lorsque les ouvertures de crédit, on a accédé à certaines demandes d'augmentation sur la base d'un prévisionnel de trésorerie. Parce qu'il faut quand même ne pas perdre à l'esprit que la trésorerie, ça ne se navigue pas à vue, ça doit être étayé par des tableaux et des prévisionnels de trésorerie qui permettent d'avoir une visibilité claire de la direction que prend l'entreprise. Merci Stéphane pour ces informations. Alors, j'ai également entendu parler de pauses sur le remboursement de crédit. François ou Damien, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement? Oui, c'est moi qui ai pris cette partie-là. Donc, au niveau des, si tu peux passer le slide, Émilie. Voilà, donc complément des premières mesures que vient de décrire Stéphane, il a été mis aussi en place les pauses sur les remboursements de crédit, mais également sur les crédits bail mobilier et immobilier. Et rappelez-vous, ça s'est passé à la mi-mars, les périodes de confinement qui a débuté. Donc, il a fallu aller très vite parce que justement, la plupart des échéances sont soit fin de mois, soit début de mois. Donc, les banques se sont mobilisées pour justement effectuer ces pauses qui peuvent aller jusqu'à 6 mois, qui globalement, il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais d'avenant. Il faut quand même avoir en tête que les intérêts intercalaires sont reportables avec les dernières échéances du prêt. Voilà, mais ça a permis justement d'oxygéner un petit peu les premières mesures au niveau de la trésorerie. Également, il y a une mesure qui a été prise pour certains d'entre vous, c'est l'affacturage, qui permet, qui est un petit peu sur qui est un petit peu comme l'escompte, mais sauf que là, les créances sont directement cédées à un tiers qui se charge du remboursement. Par contre, ce tiers-là vous donne de la trésorerie aussitôt en échange de ces créances. Voilà ce qu'on peut dire sur ces premières mesures. Bon, faut savoir, par exemple, pour avoir un ordre d'idée, chez nous, au Crédit Agricole, on a eu 8800 reports d'échéance qui ont été faits en 15 jours, 3 semaines. Donc, c'est énorme. Sur la partie professionnelle, mais on a également appréhendé la partie part, la partie particulier, parce qu'effectivement, lorsque le chiffre d'affaires n'est plus là et qu'il y a d'autres des échéances qui sont importantes, on peut plus prélever ou beaucoup moins de rémunération pour payer justement ces échéances personnelles. Donc on a joué en priorité, si je peux employer ce mot-là, sur les échéances professionnelles, mais également on a pas mal de reports sur les prêts modulables sur des échéances qui concernent l'aspect particulier du professionnel. Alors justement, j'ai envie de proposer un autre sondage à nos participants parce que ce serait intéressant de savoir combien d'entre vous ont bénéficié d'un report d'emprunt. Hop, alors je lance le prochain sondage. Donc en fait, vous avez 2 questions. Avez-vous utilisé le dispositif de report des échéances d'emprunt de 6 mois? Donc oui, non car j'ai de la trésorerie et je continue de travailler. Non car je n'ai pas d'emprunt ou non car je ne me suis pas manifesté auprès de ma banque. La deuxième question, c'est avez-vous bénéficié d'un report de vos échéances de crédit bail? Oui, non, le bailleur n'a pas accepté ou non, car je n'ai pas de crédit bail dans mon entreprise. Alors, je vous laisse voter. Alors, ça monte encore. J'ai quelques personnes qui répondent encore. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Allez, je vais stopper le sondage et je vais vous afficher les résultats. Donc, au niveau des résultats, peut-être que Stéphane, tu veux commenter ce qui apparaît à l'écran? Est-ce que tu vois bien les résultats? Oui, très bien. Mais ce qui apparaît à l'écran, c'est un peu ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que effectivement, une grande partie des entreprises ont demandé un report de prêt, mais ça reste toujours dans l'échange avec le partenaire financier. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas besoin immédiatement de faire des reports d'échéance. On a encore le temps pour le faire. Il n'y a pas d'obligation à faire immédiatement. Et je crois que ce qui apparaît ici, c'est ça, c'est-à-dire
on a une diversité de réponses qui correspond à ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire, on a 50% des entreprises qui l'ont fait. D'autres ont de la trésorerie encore et ils n'ont pas trouvé le besoin aujourd'hui de le faire, mais peut-être qu'ils le feront dans les mois qui viennent parce qu'on ne connaît pas la reprise et l'ampleur qu'on aura. Certains n'ont pas d'investissement et dans cette période-là, je pense qu'effectivement, c'est un soulagement. Et ceux qui ne se sont pas manifestés auprès de leur banque, je les invite à le faire, non pas pour le demander, mais pour évoquer le sujet avec la banque. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il faut juste, avec sa banque ou avec le comptable, il faut évoquer le sujet. Il faut se poser la question de savoir est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, simplement. Voilà. Ok, super. Merci Stéphane. Alors justement, on parlait tout à l'heure du PGE. François, Damien, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le PGE? Donc c'est moi qui vais reprendre la parole sur ce sujet-là. Donc le PGE, c'est un prêt du coup qui est. On peut passer sur la diapo suivante. C'est un prêt qui est proposé à toutes les entreprises qui sont touchées par l'impact du confinement. Donc que ce soit sur le marché des professionnels, des professions libérales ou aussi de l'agriculture, de la pêche. Donc vraiment tout le monde, tous ceux qui sont concernés par le confinement peuvent faire une demande. L'objectif du PGE, c'est de permettre aux entreprises viables de pouvoir traverser ce cap difficile, d'apporter une attention toute particulière aux dossiers les plus délicats. Donc, pour ce faire, les banques se sont engagées à répondre rapidement aux demandes de PGE, d'examiner au cas par cas toutes les demandes. Par contre, comme c'est indiqué, c'est pas un droit à prêt d'un montant de 25% du chiffre d'affaires. L'objectif, c'est bien de calibrer le besoin en fonction du besoin de trésorerie dont l'entreprise va avoir besoin ou a estimé avoir besoin dans les prochains mois. Donc on peut passer sur la page suivante aussi là. Donc voilà, les grandes lignes du PGE. Donc c'est un prêt qui est dans un premier temps sur 12 mois. Et à l'échéance des 12 mois, il y aura la possibilité de l'amortir, soit de le rembourser si la trésorerie est remontée, ou de l'amortir sur 1 à 5 ans supplémentaires. Donc on a jusqu'à la fin de l'année pour faire sa demande de prêt. Donc ce qui veut dire que dans un premier temps, on peut essayer de paramétrer, voir avec son comptable pour déterminer le montant dont il y aura besoin au plus juste, mais vu qu'on ne connaît pas précisément comment va se dérouler le déconfinement, c'est faire une première approche. Et si dans les semaines à venir, il y a besoin de faire une nouvelle demande, il sera toujours possible. Par contre, faut avoir en tête que ce montant demandé, il faut qu'il puisse être absorbé par la rentabilité de l'entreprise par la suite. Donc ça, c'est vraiment deux points qu'il faut avoir en tête. C'est un, le besoin, et deux, la capacité de remboursement connue avant crise de l'entreprise. Donc c'est un prêt qui est à taux zéro, qui n'a pas de frais de dossier et qui est couvert par une garantie de l'État. On va revenir après sur le coût de la garantie. Donc les bénéficiaires, c'est toutes les entreprises qui sont bénéficiaires de ce prêt-là. Pour aller plus simplement, on va regarder les quelques exclusions. Donc les sociétés civiles immobilières sont exclues et les entreprises qui font l'objet d'une sauvegarde de justice, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, donc ne sont pas éligibles à ce prêt-là. Sur la page suivante, donc ce qu'on disait tout à l'heure, 25% du chiffre d'affaires maximum, mais plutôt à calibrer en fonction du réel besoin. Donc plusieurs demandes possibles, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Deux exceptions quand même concernent les entreprises innovantes, pour lesquelles le plafond c'est pas 25% du chiffre d'affaires, mais c'est 2 fois la masse salariale 2019 hors cotisation patronale. Et les entreprises qui ont été créées depuis le 1er janvier 2019, pour lesquelles on n'a pas forcément de bilan. Et là, c'est pas non plus le chiffre d'affaires, c'est 24 fois aussi la masse salariale moyenne constatée depuis la création de la société. Ensuite, donc, on disait que c'était un prêt garanti par l'État, donc garanti à 90%. Alors, toutes les modalités ne sont pas encore définies, sont encore en cours de négociation sur la mise en place. Pour autant, donc l'État, faut avoir quand même à l'esprit que si l'État est amené à payer,
il y a de fortes chances pour qu'il se retourne contre le débiteur pour être remboursé. Ça veut dire que c'est pas l'État qui va payer le prêt si l'entreprise n'y arrive pas et qu'elle pourra continuer comme si de rien n'était, quoi, hein. C'est bien l'entreprise qui est responsable de son prêt avant tout. Par contre, une fois qu'il y a la garantie de l'État, il n'y a pas d'autre garantie complémentaire de demander. On peut passer sur la page suivante. Donc, on parlait du coût de la garantie. Donc, le coût de la garantie, c'est la première année, c'est 0,25% du montant demandé. Et à la fin du court terme, si l'entreprise demande à amortir le prêt sur plusieurs années, il y aura une deuxième commission qui sera prise en fonction de la durée. Donc, si c'est sur une année supplémentaire, c'est 0,50 pour l'année. Si c'est sur 2 ans, c'est 0,50 plus 0,50 et ainsi de suite jusqu'à la 5e année. Donc, on peut voir que le coût, si on amortit le court terme sur 5 années de plus que la partie court terme, ça fait sur 6 ans, c'est un coût de 4,25 de garantie. Donc ensuite, les étapes pour demander le prêt. Donc la première étape, c'est de se rapprocher de son partenaire bancaire, donc un ou plusieurs, mais aussi de son comptable pour déterminer le montant du besoin. Ensuite, côté bancaire, il y a analyse du dossier avec un prêt-accord pour un prêt. Ensuite, l'entreprise pourra aller sur le site BPI France pour aller faire la demande de son prêt, déterminer auprès de quelle banque elle veut solliciter le prêt, donc une ou plusieurs, hein. Site sur lequel aussi elle renseignera son montant de chiffre d'affaires et le montant sollicité de prêt, qui doit être très 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 proche, si ce n'est identique à la demande réelle qu'il y aura derrière. Et ensuite, la banque, quand elle reçoit la demande de prêt, elle va aller vérifier que l'entreprise a bien fait sa demande sur le site de BPI pour valider l'offre de prêt. Après, tout ce qui est signature de prêt, on respecte tout ce qui est distanciation, enfin respect des gestes barrières en envoyant les contrats à distance et en priorisant tout ce qui est signature électronique, chose qu'on a mis en place sur les prêts et comme ça permet vraiment de rester chez soi pour signer son prêt. Voilà pour ma part. Super, merci Damien. Merci pour les précisions sur la PGE, le PGE, pardon. J'aimerais savoir si nos participants ont justement fait une demande ou non de PGE jusque-là. Alors, je vais relancer un autre sondage. Hop. Donc, il y a 2 questions qui vous sont posées. Est-ce que vous avez déjà effectué une demande de PGE? Oui, non. Pas encore, mais j'y songe dans les prochains jours. La deuxième question, c'est si oui, avez-vous obtenu un accord de banque? Donc oui, les fonds sont en attente de déblocage. Oui, les fonds ont été débloqués. Non, le prêt a été refusé. Ou alors, je ne suis pas concernée car je n'ai pas demandé de prêt. Ça va. Alors, ça monte petit à petit. On est à 65% des participants qui ont voté. Je laisse encore quelques secondes. Ok, super. Alors, je vais mettre fin au sondage. Et du coup, François ou Damien, peu importe, je vous laisse commenter les résultats. Ouais, je peux dire deux mots. Donc, avez-vous effectué une demande de PGE? Il y a la moitié des participants, 55%, 45% pardon, qui l'ont demandé à ce jour. Et puis, est-ce que vous avez obtenu un accord de votre banque? Oui, les fonds étaient débloqués, donc on est à peu près à 30-35%. Ce qui veut dire que globalement, aujourd'hui, sur les premiers, nous, tel qu'on le vit aujourd'hui, effectivement, c'est les situations les plus en manque de trésorerie qui sont venues rapidement demander
demander ce prêt garanti par l'État. Mais en revanche, on voit qu'aujourd'hui, ça se régule et on a des demandes régulières qui arrivent tous les jours. Par rapport à ça, il y a un point qui est important, c'est de dire aujourd'hui, moi, j'ai besoin de mon prêt PGE, je vais voir ma banque, je vais voir mon comptable. Dans combien de temps est-ce que je peux l'avoir? Je pense que c'est un point central. Donc aujourd'hui, le gouvernement, enfin les pouvoirs publics, ils ont donné un cadre d'une réponse sous à peu près 5 jours, ce qui fait à peu près une semaine. Et puis après, il y a toute la mise en place. Donc, en une quinzaine de jours, entre la demande et puis l'analyse de la demande et puis les quelques documents qu'il nous faut, puisque pour adosser une demande, il nous faut également donc un schéma de trésorerie, un plan de trésorerie. Donc, il faut une quinzaine de jours. Il faut savoir que par rapport à ça, s'il y a des situations qui sont vraiment à court de trésorerie, on a mis également certains établissements ont mis en place un découvert autorisé de 1 mois qui permet justement de faire face à l'arrivée du PGE et de pouvoir payer les échéances les plus importantes que sont notamment les fournisseurs. Donc voilà un petit peu sur les PGE. Ce qu'il en est aujourd'hui, mais tous les conseillers, la plupart des conseillers aux professionnels de toutes les banques, c'est vraiment aujourd'hui à 80-90% le cœur de leur travail, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu dis, François, effectivement, dans un premier temps, on s'attelle à traiter les demandes les plus urgentes, donc qui sont pas forcément les plus simples à monter et pour lesquelles c'est pas le plus simple d'avoir l'accord. C'est pour ça que les entreprises qui envisageraient une demande de PGE, mais qui peuvent encore attendre, si elles peuvent attendre qu'on traite ce flux d'urgence dans un premier temps, attendre quelques semaines, hein, pas attendre 3 mois non plus, mais voilà, qu'il n'y ait pas un trop gros embouteillage dans l'immédiat. Oui, je crois que tu as raison, Damien. Je crois qu'il faut faire preuve de solidarité au sein même des chefs d'entreprise et que il y a des urgences vraiment vitales pour certaines entreprises qu'on est obligé de traiter aujourd'hui. Et certaines auront besoin, et c'est normal qu'on réponde à leurs demandes, mais il y a moins d'urgence. Et je pense que si on veut que chacun d'entre nous et que le secteur du territoire s'en sorte bien, il faut que d'abord on privilégie ceux qu'on a vraiment urgemment besoin avant d'aller répondre à ceux qui peuvent encore attendre un petit peu. Ok, alors si j'ai bien compris, hein, dans tout ça, si on résume l'ensemble, l'une des clés de tout ça, c'est d'estimer aussi précisément le besoin de trésorerie de chaque entreprise et sa capacité de remboursement sur la durée. Alors j'aimerais savoir parmi vous les entrepreneurs présents aujourd'hui, qui a déjà réalisé une estimation sur le besoin de trésorerie. Alors je vais relancer un autre sondage. Alors les sondages ne sont pas accessibles sur Facebook, hein, donc je suis désolée, mais seulement les participants qui se sont inscrits au webinaire. Donc voilà, la question, elle est toute simple. Est-ce que vous avez déjà réalisé cette estimation, oui ou non? Alors, 67% de votants. Nous allons être élus, hein, messieurs. Ok, je laisse encore 2-3 secondes. Ok, super. Alors, si j'affiche les résultats, les voici. Donc, on constate que 56% d'entre vous ont déjà fait cette estimation, pardon, et 44% non. Jérôme, pourquoi et comment aider aujourd'hui les entrepreneurs à estimer leurs besoins exacts de trésorerie? Est-ce que tu peux nous répondre à ça? Je pense que sur l'aspect de trésorerie, il y a 2 choses. Il y a déjà le court terme. C'est en effet estimer le besoin sur les quelques mois qui viennent. Donc estimer le besoin, on le verra par la suite, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir, on n'est pas devin, mais il faut pouvoir se projeter. Et aujourd'hui, la grande inconnue sur le court terme, c'est le chiffre d'affaires objectif que l'on va indiquer en haut de notre prévisionnel de trésorerie à court terme. Ce chiffre d'affaires objectif, il dépend bien sûr de la date de reprise. Donc aujourd'hui, on a une date de début de déconfinement qui est le 11 mai pour certaines professions, puisque tout le tourisme et l'hôtellerie-restauration n'est pas encore concerné. Nous, on part sur un objectif de chiffre d'affaires décoté N-1, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tenir le chiffre d'affaires N-1.
et on va le décoter dans des proportions assez importantes pour le mois de mai en proratisant sur 15 jours ou sur 20 jours. Et on va le décoter à hauteur de entre 80 et 60% en fonction des activités. Avec ensuite une montée en puissance pour arriver à un niveau équivalent de chiffre d'affaires N-1 à 3 ou 6 mois. C'est-à-dire qu'on projette une reprise qui est plutôt lente, progressive, par prudence. Il faut bien sûr, dans ce prévisionnel de trésorerie à court terme, avoir une maîtrise de ces charges fixes. Il faut les connaître sur le bout des doigts, c'est-à-dire que des charges fixes, une structure de charges fixes, ça se connaît, ça se maîtrise. Il faut pouvoir savoir exactement de combien on a besoin chaque mois sur nos frais de structure, nos charges fixes, ou en dessous duquel on ne peut pas aller. Il faut également anticiper les décalages, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit également que le loyer, sauf dans certains cas où on a des bailleurs qui ont totalement annulé les loyers, beaucoup de bailleurs sont sur du report de loyer, tout comme les reports de charges d'EDF, de charges d'eau, des reports de charges sociales, cotisations de sécurité sociale des indépendants. Donc ça, on est sur des reports. Donc il faut anticiper le paiement de ces charges qui arriveront dans un trimestre ou 2 trimestres et l'anticiper sur le court terme. Et enfin, il faut également valoriser les effets des mesures de gestion qui ont été prises, puisque certains chefs d'entreprise ont déjà pris des mesures de gestion. Je pense à des économies de frais généraux, au chômage partiel, mais également à des réductions de masse salariale, puisqu'on a déjà une vague de licenciements qui se met en place sur des critères de licenciement économique, puisque aujourd'hui, certains effectifs sont pas en phase avec les projections de reprise. Donc, même si ce n'est pas la volonté de l'État qui privilégie aujourd'hui le chômage partiel, il y a certaines situations qui nécessitent de faire appel à du licenciement. Et donc, ces mesures-là, ça génère des économies pour l'entreprise. Et ça permet de se projeter à court terme. Alors, la première chose, c'est le court terme. Donc, on vous propose un plan de trésorerie que tu peux projeter, Émilie, s'il te plaît. Voilà, on est sur un modèle de plan de trésorerie. Donc, aujourd'hui, les banques, en fonction de votre partenaire bancaire, vont fournir un modèle de plan de trésorerie avec, sur la partie haute, on va retrouver les entrées qui sont forcément le prêt bancaire éventuellement, le PGE que vous pourrez avoir, les encaissements. Et c'est là que vous allez indiquer votre chiffre d'affaires potentiel, votre chiffre d'affaires théorique sur les mois qui viennent. Et ensuite, sur les sorties, la partie basse, il faut être assez précis. Je pense qu'il faut vraiment se poser. Alors, on est là pour vous accompagner, nous, en tant qu'experts comptables, pour vous accompagner sur la rédaction et l'établissement de ce plan de trésorerie. Estimer le besoin de trésorerie, c'est important aujourd'hui, mais ce que nous permet le PGE aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant, c'est qu'on peut y revenir à plusieurs reprises, dans les limites de 25% du chiffre d'affaires. Donc, il faut être précis sur son estimation de plan de trésorerie. Il ne faut pas paniquer si on a peur de se tromper, puisque du coup, on pourra revenir dans un second temps, si jamais la reprise n'est pas à l'ordre du jour, mais il faut bien partir sur des hypothèses de reprise. Et donc, voilà, estimer un besoin à très court terme. Donc ça, c'est la première chose, c'est le court terme, c'est l'estimation du besoin de trésorerie. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que ce qui compte et ce qui est essentiel, et pour rejoindre le discours que l'ont eu François, Stéphane et Damien, ce qui est essentiel, c'est la capacité de remboursement. Cette capacité de remboursement, en effet, on la connaît en 2019. 2020, étudier la capacité de remboursement, ça n'a aucun sens au vu de la crise sanitaire dans laquelle on est aujourd'hui. Mais cette capacité de remboursement, si tu peux aller sur la slide suivante, Émilie, elle va vous permettre de faire face au remboursement sur le futur. Donc ça, on parle là d'un prévisionnel d'exploitation à long terme, 3 à 5 ans, et moi je conseille aujourd'hui de faire du 5 ans. 3 ans, on le faisait habituellement, mais du 5 ans aujourd'hui, ça me semble nécessaire, puisque le PGE, il va commencer à être remboursé dans 1 an, puisqu'on a un décalage d'1 an. Il faut également l'intégrer, ce PGE, mais également intégrer éventuellement un prêt full digital que j'évoquerai ensuite. Ce prévisionnel d'exploitation à long terme sur 5 ans, on le fait en maîtrisant sa structure de coût, en y intégrant ses frais généraux, sa masse salariale, mais également ses investissements. C'est-à-dire qu'il faut également avoir à l'esprit que votre outil de production aujourd'hui, votre entreprise, elle va continuer à avoir besoin d'investir, naturellement, puisque le cycle économique, on le connaît, nécessite des investissements. Donc, il faut se projeter à 2, 3, 4, 5 ans en se disant quels seront mes investissements à ce moment-là et quel besoin de financement cela va engager, puisque du coup, il y aura peut-être besoin de nouveau d'emprunts, mais pour des investissements cette fois-ci à moyen terme. Il faut déterminer un atterrissage de chiffre d'affaires en phase avec ses capacités de production-vente, puisque la capacité de remboursement, elle est déterminée à partir des capacités de production, et ça ne sert à rien de partir sur un chiffre d'affaires inatteignable pour venir majorer sa capacité de remboursement. Il faut être objectif et être juste par rapport à ce qu'on prévoit. Et également, une des mesures qui est essentielle dans la gestion de trésorerie et que l'on va intégrer dans notre prévisionnel d'exploitation à long terme, c'est adapter son besoin en fonds de roulement.
Aujourd'hui, le besoin en fonds de roulement, c'est un élément essentiel. Ça a toujours été dans le pilotage d'une trésorerie d'entreprise. Le besoin en fonds de roulement, je le rappelle, c'est composé essentiellement de 3 éléments. Ce qui génère un besoin de trésorerie, donc c'est l'actif circulant, donc c'est le stock et les créances clients. Et ce qui génère un excédent de fonds de roulement, donc c'est les dettes fournisseurs. Aujourd'hui, on se rend compte que certaines entreprises ont une gestion de stock qui n'est pas adaptée, qui génère beaucoup de trésorerie bloquée. Et le stock et les créances clients, avoir une gestion de créances clients précise, anticipée, c'est avoir une trésorerie saine et une trésorerie que vous allez pouvoir structurer en amont. Donc pensez-y, pensez dans vos prévisionnels à long terme à intégrer une gestion de BFR efficace et pensez à travailler sur votre capacité annuelle de remboursement en connaissant sur le bout des doigts votre capital annuel à rembourser en intégrant le remboursement du PGE ou un autre emprunt qu'on évoquera tout de suite, le full digital. Ok, ben justement, Jérôme, est-ce que tu veux nous présenter la suite, c'est-à-dire le pré-rebond full digital, nous dire en quoi ça consiste? Tout à fait, ouais. Alors, sur le pré-rebond full digital, c'est un dispositif qui est sorti très récemment, qui est sorti en fin de semaine dernière. C'est un dispositif qui est annexe au dispositif bancaire habituel. On n'est pas dans le cadre du PGE. C'est un dispositif qui est donc mis en place par la BPI en partenariat avec l'Ordre des experts comptables. Ce pré-rebond full digital permet d'avoir, en complément du PGE, donc on peut avoir un PGE à côté ou pas, ou ça peut être une alternative au PGE, un montant allant de 10 000 à 50 000 euros à taux zéro, remboursable sur 7 ans avec un différé de 2 ans. C'est pour ça que je vous indiquais que se projeter sur 5 ans dans le prévisionnel d'exploitation, ça me semble important, puisque avec les différés qu'on engage aujourd'hui, on arrive sur un niveau de remboursement maximum au bout de la 2e année ou 3e année. La demande est réalisée par un tiers de confiance, donc qui est l'expert comptable, en ligne directement sur la plateforme de la BPI, et le décaissement se fait sous 3-4 jours. Donc ce dispositif est ouvert à toutes les entreprises qui font moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Je vous le présente ce soir parce que c'est un dispositif intéressant qui permet d'avoir une entrée de trésorerie assez rapide, en plus du PGE. Néanmoins, il faut être vigilant avec ce dispositif-là. Il ne faut pas le faire dans une mesure de disproportionnée. C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder sa capacité de remboursement et le faire en partenariat avec la banque. C'est vraiment un travail de concert entre l'expert comptable, le client, le chef d'entreprise et le partenaire bancaire pour connaître aujourd'hui le niveau d'endettement supportable par l'entreprise. Et justement, Jérôme, si tu devais donner quelques derniers conseils précieux à nos chefs d'entreprise présents ce soir, ce seraient lesquels? Alors, pour moi, face à cette situation, je pense si tu peux passer la slide, Émilie, s'il te plaît, il faut déjà savoir s'entourer. Il ne faut pas rester seul face à cette situation. Et c'est une vérité aujourd'hui, mais c'est une vérité de tous les jours quand on est chef d'entreprise. Savoir s'entourer d'un expert comptable avec qui on a une relation de confiance, qui a un niveau d'accompagnement qui nous permet de travailler en commun avec lui, en commun avec son banquier et son partenaire bancaire, parce qu'avoir une banque solide avec une banque qui nous écoute, c'est important également pour les avocats qui sont également des bons conseils. S'appuyer sur des outils, donc soit sur les outils de votre expert comptable qui peuvent vous accompagner ou sur des entreprises d'une certaine taille, de taille plus importante. Certains outils type AJuCap, j'en ai cité un, sont des outils de pilotage de trésorerie qui permettent de piloter de manière précise sa trésorerie. Et enfin, ne pas oublier les 5 fondements du chef d'entreprise, et je les rappelle là parce que pour moi, ils sont essentiels dans cette situation de crise, mais ils sont essentiels tous les jours en tant que chef d'entreprise. Les 5 fondements du chef d'entreprise, en reprenant le tabouret que je vous ai présenté ici, c'est le pilotage, l'organisation, le commercial, la production et la gestion. Et sans un de ces 5 éléments, le chef d'entreprise, il manquera toujours quelque chose. Donc, il faut pouvoir travailler sur l'ensemble de ces éléments pour piloter au mieux son entreprise aujourd'hui. Le tabouret, donc, il est issu du livre de Laurent Boite, qui a été préfacé par Frédéric Thiers, mon associé, et qui reprend les fondements du pilotage de l'entreprise, de la bonne gestion de son entreprise. Et aujourd'hui, la production, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir toutes les cordes à son arc pour demain pouvoir rebondir et piloter au plus proche la trésorerie de son entreprise et son entreprise dans son charge. Super, merci Jérôme. Stéphane, Damien, François, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Jérôme? Non, rien de particulier. Je pense que Jérôme a raison quand il dit qu'effectivement,
le fait d'entreprendre aujourd'hui, produire n'est pas suffisant et ça se complexifie de plus en plus. Et donc, il faut savoir s'entourer. Mais je dirais aussi, il parlait d'experts comptables, banquiers, avocats, mais je pense aussi d'autres entrepreneurs. On fait tous partie d'une communauté et je pense qu'il y a moyen de s'entraider aussi entre chefs d'entreprise pour se donner des astuces, se donner des référentiels, partager des expériences. Je pense qu'il y a aussi ça qui doit rentrer en compte dans ces périodes de crise. Ouais, simplement, moi, par rapport à ça, pour élargir simplement un petit peu, effectivement, il y a beaucoup d'aides hein, qui sont bancaires, qui sont régionales, qui sont communautaires et autres. Donc, il y a les chambres consulaires sur lesquelles on peut s'appuyer. Et puis, on a la chance sur Granville également d'avoir une plateforme dynamique. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait Fabienne Rollem qui était là. C'est Initiative Granville Terre et Mer avec son président Bernard Chaon. Et c'est vrai qu'ils sont très à l'écoute. Et par rapport à ça, moi je dirais surtout quand vous avez des difficultés, il faut surtout pas rester seul. Et outre votre comptable, votre banquier ou d'autres chefs d'entreprise comme le précise Stéphane, c'est vrai que la plateforme initiative, elle est là, elle est présente, elle vit et elle a pour but d'aider et d'accompagner également la plupart des chefs d'entreprise, commerçants, artisans, professions libérales que vous êtes tous. Il faut vraiment la mettre dans la boucle, quoi. Oui, tout à fait, je partage votre avis. Ok, super. Merci, messieurs, en tout cas, pour cette intervention. Moi, ce que je vous propose désormais, c'est de répondre aux différentes questions qui ont été posées. Donc, on a reçu des questions par mail. Je vais vous poser la première question. Elle a été envoyée par Agathe, donc, qui nous dit qu'actuellement, la région donne une aide pouvant aller de 2 000 à 5 000 euros qu'elle conditionne au fait d'un refus de prêt de trésorerie de la banque, sachant que dans le cas du prêt, il faut rembourser et dans l'autre cas, l'aide reste acquise. Ce dispositif qui est censé nous aider est tellement restrictif que peu peuvent en bénéficier. Comme en tant que restauratrice, je n'ai pas le choix d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Est-il prévu quelque chose pour les fermetures imposées? Alors, Juste- je vais répondre. Alors sur la question d'Agathe, donc le sujet qu'elle évoque là, il s'agit là de la deuxième phase du fonds de solidarité, donc la fameuse prime des l'aide des 1 500 euros. La deuxième phase du fonds de solidarité est portée par les régions et en effet c'est une aide de 2 000 à 5 000 euros qui est versée aux entreprises qui auraient eu un refus de PGE ou qui sont en quasi cessation de paiement en fait, qui ne font plus face à leurs dettes à court terme. Donc, en effet, c'est un dispositif qui est pas facilement accessible, puisqu'il faut pouvoir démontrer on ne fait plus face à ses dettes à court terme, et qui vient en complément de l'aide de 1 500 euros. Donc, ceux qui n'ont pas eu l'aide des 1 500 euros initiale du fonds de solidarité n'auront pas accès à ce dispositif-là. En ce qui concerne la question de l'hôtellerie-restauration et du tourisme en général, hein, qui fait face encore à des fermetures suite au 11 mai. Vendredi, Bruno Le Maire, donc ministre de l'économie, a une réunion de travail au sein du gouvernement pour annoncer les mesures, en tout cas les pistes de mesures qui vont être mises en place pour le secteur du tourisme, de la restauration. Donc on en saura plus sûrement en fin de semaine sur les dispositifs mis en place les concernant, puisque, comme on le sait, ça va être un des secteurs qui va être grandement chamboulé, ne voyant pas encore de sortie du confinement. Vous avez autre chose à ajouter par rapport à ça? Non? François? Damien, Stéphane? Non? Non, c'est bon. Alors, j'espère qu'on a répondu correctement à la question. J'ai une autre question. C'est quels sont les délais moyens de réponse suite à une demande de prêt dans le cadre du PGE par les banques? Et ensuite, y a-t-il des différences importantes entre les banques ou en fonction de la typologie du client ou du montant sollicité? Donc ça, c'est Laurence qui nous a posé la question. Merci Laurence. Je crois que sur les délais, tout à l'heure, Damien a évoqué, et je pense qu'on essaye tous de répondre au plus près des besoins du client. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les besoins et les nécessités soient établis pour savoir de quoi on parle exactement et de quel est le montant. Et après, on y répond assez vite et la mise en place est assez rapide. Je pense que le délai est assez court. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de problématique. Ensuite, je pense que
la différence entre les banques, c'est surtout une différence d'échange avec votre banquier. C'est une question humaine avant tout. Je pense qu'il faut avoir un rapport de confiance, essayer d'avoir un rapport de confiance avec son banquier et établir ensemble, avec l'expert comptable, un consensus sur le besoin et sur la capacité de l'entreprise à faire face à ce besoin. Effectivement, en rebond, on a besoin de quelques éléments indispensables pour étudier la demande. Et c'est vrai que tout le temps qu'on les a pas, on ne peut pas forcément tout le temps se positionner, quoi, en fait. Donc, entre le moment où le dossier est complet, oui, sous 5 jours, on a la réponse. Maintenant, entre la demande et avoir les fonds sur le compte, c'est pas non plus les mêmes délais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les pièces qui sont nécessaires à l'édition du contrat. Si c'est une société, il faut un PV autorisant l'emprunt. Enfin, le formalisme du prêt en tant que tel ne change pas d'habitude. Hein. On est sur un acte juridique où il faut bien les bonnes pièces. Donc, il y a la demande complète, la décision, ensuite le délai pour codifier et éditer les offres de prêt, avoir les retours signés et ensuite la mise à disposition des fonds sur le compte. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'était le délai qu'a donné un peu le cadre, qu'ont donné les pouvoirs publics, c'était d'avoir une réponse dans les 5 jours. Donc ça, c'est d'appréhender un dossier, c'est tout à fait jouable dans ce cadre-là. Et puis après, il faut compter peut-être une quinzaine de jours pour avoir les fonds. C'est pour ça que, comme je disais, quand c'est pressé, certains établissements bancaires ont mis en place des découverts autorisés qui permettent justement de ne pas être en rupture de paiement et d'avoir une continuité dans le paiement au niveau de la trésorerie, quoi. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, qui est peut-être important à savoir, c'est que aujourd'hui, les demandes de PGE, prêts garantis par l'État, ont une réponse favorable à 95% au niveau national. Nous, en Basse-Normandie, on est à 1% de non-faisabilité, ce qui veut dire que sur 1000 prêts qu'on a reçus, on en a 10 qui n'ont pas été au bout. Et ces 10-là, on s'accorde à les accompagner pour trouver d'autres solutions, même si elles ne sont pas bancaires. Et ce qui est important, c'est qu'on va plus loin que le rôle parce qu'on essaie de faire en sorte de laisser personne sur le bord de la route. Et il y a une approche humaine, comme voulait bien le dire Stéphane tout à l'heure. En effet. J'ai une autre question de Maxime, alors qui nous met un message. Il nous dit que sur le dispositif mis en place pour les entreprises non éligibles au fonds de solidarité portant sur la baisse d'activité du mois d'avril 2020, à ma connaissance, cette demande se fera via une plateforme dématérialisée sur le site de l'Agence de développement pour la Normandie, ADN. Avez-vous des informations à ce sujet? S'il y a tout de même certains critères d'éligibilité, démarches à effectuer, j'ai entendu parler de la date du 18 mai, mais sans certitude. Que pouvez-vous répondre à Maxime? Donc, Maxime, la question qu'il pose, on est bien dans le cadre de l'aide EPCI, c'est ça qui va être déployé récemment? Si tu peux juste me repréciser, Émilie. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, cette aide-là, en effet, alors la plateforme va être ouverte début mai, je crois pas que c'est le 18 mai pour la fin de dépôt du dossier, il me semble que c'est plutôt autour du 25 mai. Du 4 au 22. Pardon? La plateforme sera ouverte pour moi du 4 au 22 mai. Du 4 au 22, ouais. Ouais. Donc, on a une petite vingtaine de jours pour faire la demande. Il y a certains critères, en effet, qui sont retenus. Le critère d'avoir moins de 2 salariés, si je ne me trompe pas, c'était ça, le critère d'avoir moins de 2 salariés, qui est un critère retenu. Alors, j'ai un trou, c'est moins de 2 salariés. 1 000 euros. 1 000 euros si on n'a aucun salarié. 1 500 si on a 2 salariés. Il me semble que c'est tout. Et c'est une baisse de chiffre d'affaires de au moins 30% au mois d'avril 2019. Ouais, c'est ça. Exact, 2020 par rapport au mois d'avril 2019. Après, sur la forme du dossier, sur les justificatifs à fournir, aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations que ça. C'est encore en phase de précision. En effet, ce sera fait en ligne, mais on n'a pas plus d'informations sur le contenu dossier à fournir. Ok, merci Jérôme. Une autre question de Charlotte qui nous dit qu'elle n'a pas forcément un besoin actuel de trésorerie là tout de suite, mais si la situation venait à perdurer, elle est un peu inquiète. Alors, est-ce qu'il vaut mieux anticiper et demander dès maintenant un prêt de trésorerie, quitte à ne pas le débloquer si finalement il n'était pas utile? Ou est-ce qu'il sera toujours temps, même après le confinement, de demander un tel prêt? En fait, on a jusqu'au 31 décembre 2020 pour faire cette demande de PGE.
je pense que Charlotte ne doit pas faire partie des urgences absolues aujourd'hui en trésorerie. Donc, je pense qu'elle n'est pas obligée d'attendre d'avoir des besoins de trésorerie pour faire la demande. Mais voilà, dans les semaines à venir, elle peut faire sa demande auprès de sa banque, pour partie ou complètement, puisqu'on peut y aller en plusieurs fois. Donc, il n'y a pas de. Même si on n'a pas le besoin précis au jour de la demande, on peut faire une première demande, par exemple, au mois de juin, et puis y revenir au mois de septembre en disant je m'étais trompé dans mon besoin, il est plus important que prévu parce que le redémarrage n'est pas comme on l'a prévu, et en refaire une deuxième demande au cours de l'automne jusqu'au 31 décembre 2020. Merci Stéphane. Ouais, c'est ça. J'espère, Charlotte, qu'on a répondu à ta question. Franck nous pose également une question. Il nous demande si on peut solliciter plusieurs PGE en plusieurs fois. Hop là, attendez, ma question est partie. Si on a mal évalué son besoin de trésorerie ou si l'activité ne revient pas assez vite. Ouais, La tout à réponse fait, a été ouais. donnée par Stéphane. Oui, il y a besoin. Il y a peut-être confusion avec ce qui était dit dans un premier temps. Dans un premier temps, le premier mois de la mise en place de l'aide, il n'était possible de faire qu'une seule demande. Mais ça, c'était que pour le premier mois. Donc, on va bientôt arriver à la fin, parce que ça doit être jusqu'au 24, à la fin de la semaine, en gros, quoi. Jusqu'à la fin de la semaine, si on a déjà fait une demande il y a 15 jours, on ne peut pas en faire une. Mais à partir de la semaine suivante, il y a possibilité. Ok, merci Damien pour la précision. J'ai une question de Thomas également, qui demande si pour les SCI, s'il y aura une aide ou des aides. Aujourd'hui sur les SCI, l'aide que l'on fait, c'est un peu celle dont je parlais tout à l'heure. Après, c'est au niveau bancaire, c'est simplement les pauses qu'il peut y avoir sur les crédits qui sont portés par les SCI. Sinon, il n'y a pas d'aide en tant que telle, puisque très souvent, sauf si je me trompe Thomas, mais très souvent les SCI reçoivent les loyers de la maison, les loyers de l'outil d'exploitation, et donc par rapport à ça, effectivement, on est sur des pauses, tout simplement. Alors, Oui, on est sur des Le pauses. PGE exclut la SCI. Voilà. Par contre, le PGE, si c'est l'entreprise qui est locataire de la SCI, le loyer peut être intégré dans le besoin de l'entreprise et pris en charge par le PGE de l'entreprise. Tout à fait. Juste une petite précision là-dessus, sur les aides hors bancaires, hein, je ne parle pas du PGE là, donc les SCI ne sont pas éligibles aux aides de 1 500 €. Seuls les SCI qui, je pense notamment aux SCCV, donc les SCI qui ont une activité commerciale en fait, de construction-vente, sont éligibles. Mais les SCI traditionnels de location ne sont pas éligibles aux aides de 1 500 €. Okay, merci beaucoup pour vos réponses à vos questions. J'ai Dominique qui demande pourquoi est-ce que les restaurateurs qui touchent la retraite n'ont pas le droit aux 1 500 €. Alors ça, c'est pour moi. Bonne question, Dominique. Aujourd'hui, ça fait partie des critères d'exclusion, comme pour les salariés qui ont comme pour les chefs d'entreprise qui ont un emploi salarié à temps plein. Je pense que la réflexion est, de l'État là-dessus, c'est de se dire qu'ils ont un revenu à côté et que du coup, ils peuvent faire face à une baisse d'activité de leur entreprise. Après, c'est en tout cas les critères qui ont été retenus. Est-ce que c'est juste ou pas? Ça, j'en porte pas de jugement, mais en effet, aujourd'hui, ils sont exclus comme les salariés, les chefs d'entreprise qui ont un emploi à temps plein à côté de leur poste de chef d'entreprise. Très bien, merci Jérôme. Une autre question de Michel qui nous demande, comme beaucoup, notre trésorerie diminue. Pour autant, nous avons des placements financiers dans certaines banques. Sommes-nous néanmoins éligibles au PGE? Oui, je pense qu'il n'y a pas de. Oui. Comme on a dit tout à l'heure, comme l'a dit tout à l'heure Damien, toutes les entreprises sont éligibles au PGE. Et je pense qu'il faut savoir le faire avec pertinence et cohérence. C'est-à-dire que même si on a des placements financiers, il ne faudrait pas qu'on sorte de cette crise financière avec une trésorerie complètement à plat. Parce qu'on a quand même besoin de la trésorerie pour relancer l'activité, peut-être faire des offres commerciales, peut-être faire avoir une capacité d'achat ou des choses comme ça un peu plus fortes. Donc je pense qu'il faut sans que ce soit un droit au PGE,
il faut faire des demandes qui soient mesurées et cohérentes avec l'activité. Avec un petit bémol, l'objectif n'est pas de. Enfin, le PGE n'a pas vocation à avoir un effet d'aubaine et de placer de la trésorerie dégagée par le PGE. Qu'elle préserve la trésorerie existante, oui. Qu'on serve d'un PGE à 0% pour aller le placer, non, c'est pas l'objectif. Parce que le PGE, pour autant, il y a une enveloppe importante débloquée par l'État de 300 milliards d'euros. Elle est importante. Faudrait pas que des entreprises qui ont beaucoup de trésorerie d'avance fassent le tirage maxi pour pas l'utiliser et que peut-être qu'au final, en fin d'année, à l'automne, je ne sais pas, on se retrouve avec une enveloppe épuisée par des entreprises qui en auraient pas besoin et que celles qu'on aurait réellement besoin n'y ait plus accès, quoi. C'est pour ça que le plan de trésorerie qu'on demande, pour répondre plus globalement, le plan de trésorerie qu'on demande lors d'une demande de PGE permet d'appréhender justement le besoin en intégrant éventuellement la trésorerie propre à l'entreprise, ce qui permet de voir est-ce que je vais taper fortement ou pas fortement dans mon épargne. Et effectivement, ce qui est important, c'est de finir, de terminer cette crise-là en conservant toujours un peu d'épargne et éventuellement, s'il y a besoin, compléter par un PGE, Michel. Il faut avoir les deux, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le plan de trésorerie pour voir un petit peu où on va, quoi. Ok, merci. Alors, il y a une autre question de Thomas qui est plutôt liée aux assurances. Il nous demande si… Alors, il a vu que le Crédit Mutuel a débloqué des fonds pour leurs assurés. Qu'en est-il des autres assurances ? Non, si je peux juste préciser l'annonce de ce matin qui a été faite, c'est qu'on a créé un fonds mutualiste d'aide à nos assurés qui avaient souscrit la perte d'exploitation. Comme dans le cadre d'une pandémie, on ne peut pas assurer la perte d'exploitation puisque ce serait inapplicable en termes de tarification de manière générale. Par contre, on a notre directeur général a déclaré ce matin sur les ondes que les assurances de crédit mutuel allaient participer au soutien économique de nos assurés qui avaient souscrit la perte d'exploitation et qui ne peuvent pas bénéficier de cette garantie-là dans le cas d'une pandémie. Voilà, c'était juste pour recadrer les choses. Ouais. Après, moi, par rapport à ça, simplement ce que je pourrais dire, c'est vrai que les pouvoirs publics poussent fortement tous les assureurs, quels qu'ils soient, à lâcher un peu de laisse sur les pertes d'exploitation. Donc, effectivement, ce que vient de faire le Crédit Mutuel, ça peut, et ça serait peut-être bien de donner des idées aux autres pour essayer de pallier un tant soit peu à un minima des pertes d'exploitation qui auraient été souscrites par chacun et qui ne rentreraient pas dans ce cadre-là, quoi. Et il y a un bras de fer assez important entre les pouvoirs publics et tous les assureurs qui devrait, on peut l'espérer, déboucher, quoi. L'idée derrière, en fait, c'est de se dire qu'on est tous dans le même bateau, que ce soit les professionnels, que ce soit les banquiers, que ce soit les experts comptables, les assureurs et ainsi de suite. On fait tous partie d'un même marché économique et on a tous besoin les uns des autres. Et on se doit, si on peut, je pense, d'avoir voilà, là, on a fait le geste d'une solidarité. Vraiment, je précise bien sur cette cible-là pour éviter que les entreprises, parce qu'on peut avoir un risque systémique de chute d'entreprise sous un effet domino, et donc il faut qu'on évite ça au maximum pour nos territoires. Et justement, c'est important que tu aies précisé par rapport à la question que c'est un geste pour les assurés en perte d'exploitation. Pas tous les assurés, pour pas non plus que tous ceux qui ont une assurance au Crédit Mutuel. Et peut-être par la suite, si c'est généralisé à tous ceux qui ont la perte d'exploitation, c'est ceux qui ont la perte d'exploitation. À partir du moment où on n'a pas souhaité se garantir pour la perte d'exploitation, il ne faut pas aller la demander, quoi. Qui avaient souscrit avant le 16 mars, pour être précis. Ceux qui avaient souscrit avant le 16 mars à la perte d'exploitation vont recevoir un soutien des ACM dans une plus ou moins grande mesure. Voilà. Alors, si on revient au PGE, j'ai quelques questions encore sur ce sujet. J'ai Jonathan qui demande, en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine de l'animation, sommes-nous éligibles au PGE ?
Bah, enfin, Moi, je dirais oui, je dirais oui, tout à fait. Dès Oui. lors qu'il y a un numéro SIRET, Après, on est éligible au PGE. il Ok. faut un toutes numéro les de SIRET, entreprises une sont perte de éligibles. chiffre d'affaires, donc pas de souci. Il n'y a pas de critère d'exclusion des Non, auto-entrepreneurs. non. Super, Jonathan, donc tu peux faire ta demande. Si on continue sur le PGE, on a Laurence qui a posé une question sur Facebook. Peut-on rembourser une partie du PGE et modifier le montant du PGE à rembourser initialement prévu si la trésorerie le permet? Alors, Oui. Ouais. a priori, c'est un prêt in fine sur 12 mois. Donc, on peut le rembourser avant, effectivement. Hein. On peut, c'est un prêt à taux zéro, donc on peut le rembourser avant et puis en refaire un après. Comme on a dit, il y a une certaine souplesse hein, dans le cadre du maximum de 25% du chiffre d'affaires. C'est souple jusqu'au 31/12/2020. Et Après, effectivement, on amortit, s'il y a un remboursement, si la trésorerie a remonté ou qu'on n'a pas tout injecté dans le besoin de trésorerie, on peut faire un remboursement, enfin ne pas amortir la totalité, n'amortir qu'une partie, rembourser l'autre partie à l'échéance de la première année. est-ce qu'il y a une pertinence à rembourser avant 12 mois cette avance de trésorerie, ne sachant pas ce que l'activité économique va faire dans les 12 prochains mois? Je ne suis pas sûr. Une fois qu'on a demandé le PGE, je pense que si au bout de 12 mois, on veut le rembourser, qu'on le rembourse pour ou totalement. Je pense que c'est là qu'il faudra se poser la question au bout de 12 mois pour voir comment effectivement toute l'activité a pu reprendre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, bien malin, celui qui pourra dire ce qui va se passer dans les 12 prochains mois. Et il y a une chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure dans la présentation, c'est que le prêt à 0% sur les 12 premiers mois, à l'échéance des 12 mois et en passage en amortissable, ce sera au taux du moment. Ce ne sera pas 0%. Sauf si les taux sont à 0, mais… Super. Merci en tout cas à vous tous. Alors, je n'ai plus forcément d'autres questions. N'hésitez pas, chers participants, à m'envoyer un mail. Vous avez eu mon mail dans la confirmation de votre inscription à Zoom, de façon à poser vos questions et moi, je les retransmettrai soit à Jérôme, soit à François, soit à Stéphane, soit à Damien, suivant la personne qui pourra me répondre. Donc, n'hésitez pas à en poser, même si le webinaire est bientôt terminé. Jérôme, si tu devais conclure en quelques mots ce webinaire, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Déjà, remercier François, Damien et Stéphane pour leur participation à cet événement. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble des questions des participants en ligne. N'hésitez pas à renvoyer des mails à Émilie. Concernant cette situation un peu particulière, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier que la crise du Covid, elle chamboule forcément nos économies et nos modèles économiques. Néanmoins, ce qui faisait qu'hier et avant la crise du Covid, vous vous différenciez par rapport aux concurrents où vous faisiez que vous réussissiez en tant que chef d'entreprise, ça, c'est pas effacé. Et vos qualités de chef d'entreprise, vous les avez toujours. Donc, profitez aussi de ces périodes de confinement, ces périodes où du coup, vous ne pouvez plus exercer votre métier pour capitaliser sur ce que vous savez faire, pour pouvoir mieux rebondir demain et continuer à avancer dans votre vie de chef d'entreprise, dans votre métier que vous exercez aujourd'hui. Et merci également à vous tous d'avoir participé. Et je tenais également à souligner le travail que font Initiative Grand Militaire et Mer, Initiative Pays de la Baie pour les chefs d'entreprise, mais également toutes les chambres consulaires. Je pense à la Chambre des métiers, à la CCI, qu'on n'a pas cité tout à l'heure et qui contribue grandement à rendre moins seuls les chefs d'entreprise face à cette crise. Merci. Merci Jérôme. Stéphane, est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Le message que je voulais faire passer, c'est le message que je vous ai donné tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous sur notre territoire et on a tous besoin les uns des autres et que c'est avec le plus d'échanges possible qu'on réussira à solutionner les problématiques de chacun dans le plus grand esprit de bienveillance. C'est-à-dire que personne ne l'a demandé, personne ne l'a réclamé et c'est la faute de personne. Donc, il faut essayer de se serrer les coudes, d'être solidaire entre les professionnels et entre nous sur le territoire de Granville pour réussir à ce qu'il y ait le moins de casse possible. Parce que je pense que c'est la volonté et c'est le besoin que chacun d'entre nous a autour de lui pour que tout le monde puisse sortir de là le moins mal possible. Voilà. Merci Bon courage. Stéphane. Damien, as-tu quelques mots pour terminer?
Alors, petit mot pour la suite. L'objectif de ce webinaire, c'était présenter les mesures en place, mais surtout les bonnes mesures à prendre par la suite, quoi, en espérant que la situation normale revienne le plus vite possible. Et voilà, la gestion de la trésorerie, l'anticipation et savoir mettre de la trésorerie de côté pour faire face à un besoin ponctuel, en espérant qu'il n'y ait pas trop de renouvellement de ce type de problèmes qui paralysent vraiment la totalité de l'activité. Pour autant, dans la vie d'une entreprise, chaque entreprise peut avoir à surmonter un problème ponctuel de trésorerie. Et c'est vrai que si on en a mis de côté en avance, dans la mesure du possible, hein, ça permet d'éviter des soucis, quoi. Voilà. Merci Damien. Je laisse la parole à François. Ouais, mais moi simplement je terminerai sur deux mots, c'est optimisme et adaptabilité ou agilité. Optimiste parce qu'on n'est pas dans la même configuration que 2008. Aujourd'hui, on n'est pas dans une crise financière et donc il y a beaucoup de liquidités pour aider les uns et les autres. Et effectivement, les experts comptables et les banques font partie de la solution. D'une solution, comme le disait Stéphane, une solution collective avec les instances régionales et consulaires. Et puis adaptabilité et agilité parce que d'une part, moi, je tiens à remercier bien sûr le cabinet Copilote d'avoir été précurseur en organisant ce premier webinaire sur le territoire Grand-Villers. C'est une première. Cela permet de respecter les mesures de confinement et des gestes barrières tout en essayant de vous être utile en tant que vecteur et relais d'information dans un environnement qui change très fluctuant, qui change tous les jours, mais où chacun, comme vous savez le faire, se doit d'être agile et innovant pour s'adapter au plus vite. Et quand je regarde ce qui se passe sur le territoire Grand-Villers, l'adaptabilité, c'est vrai que c'est une de nos qualités premières. Ça bouge, même pendant le confinement, on voit que ça bouge beaucoup. Chacun, au niveau commerce, profession libérale, s'active pour essayer de trouver des solutions individuelles ou collectives. Et donc ça, c'est rassurant. Et puis je terminerai simplement sur un petit clin d'œil. Respecter les mesures de distanciation au niveau sanitaire, mais surtout pour gérer votre trésorerie, soyez très proche de vos partenaires et surtout ne restez pas seul. Merci François. Alors un petit mot pour terminer, moi également. Donc merci à tous les quatre déjà pour votre présence et pour la pertinence des informations que vous nous avez données aujourd'hui. Merci aussi à vous, chers participants, pour votre présence ce soir. Merci à tous ceux aussi qui nous ont suivis sur Facebook Live. J'espère que ce premier webinaire aura été très constructif pour vous tous et qui vous servira aussi pour l'avenir. Merci également à tous ceux qui ont participé à la co-construction de ce webinaire et de la marque Rebond. Le prochain webinaire, vous voyez le sujet qui s'affiche, c'est comment mettre à profit le confinement pour réinventer votre entreprise. Alors, juste avant de nous quitter, je vais vous embêter avec un dernier sondage. Si vous voulez bien tous y répondre, je vous le partage. Hop. Pour savoir si vous êtes intéressé par la thématique du rebond numéro 2, donc comment mettre à profit le confinement pour réinventer votre entreprise, oui ou non, et savoir si vous allez vous inscrire. Alors, ça répond très, très vite. Super. Alors, je vais mettre fin au sondage. Merci à tous d'avoir répondu. Juste pour vous afficher les résultats. Donc, à 98%, la thématique vous intéresse et à 96%, oui, vous allez vous inscrire. Donc, écoutez, c'est super. Moi, je suis ravie d'avoir animé ce rebond numéro 1 avec vous tous. Et encore merci à nos invités pour le temps que vous nous avez consacré. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. C'est pas parce que le webinaire se termine qu'on ne pourra plus y répondre. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci, bye bye. Bonne soirée à vous tous également. Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. À bientôt.